On revient pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes trois invités, Firmin Teko Agbo, Marcel Agbessino et Yahweh Klonukunu. On va continuer maintenant de parler du Nigeria, le géant d'Afrique, mais visiblement un géant au pied d'argile quand il s'agit de questions de sécurité. Le président du Nigeria a mobilisé vendredi les forces de sécurité pour retrouver plus de 200 élèves kidnappés par des hommes armés lors d'une attaque contre une école dans le nord-ouest, dans l'un des plus importants enlèvements de masse en 3 ans dans ce pays. Cet enlèvement, survenu jeudi dans l'état de Kaduna, est la deuxième en une semaine dans le pays. Ce pays le plus peuplé d'Afrique où les bandes criminelles lourdement armées ciblent régulièrement des victimes dans des villages, des écoles, des églises ou sur les autoroutes à des fins de demande de rançon. Un enseignant et plusieurs autres habitants contactés ont estimé qu'au moins 200 élèves, voire 280, avaient été enlevés. Les autorités locales de Kaduna ont confirmé l'enlèvement de l'école de Kouriga, sans toutefois préciser le nombre d'élèves kidnappés en cours d'évaluation. Marcel Agbessino, on se rappelle que le Nigeria avait connu il y a 3 ans un enlèvement de masse, c'était des femmes. Il y a eu des mouvements même qui ont suivi, mais visiblement, côté sécurité des élèves dans les écoles, voilà un pays où on peut venir enlever des centaines de personnes sans que ça ne fasse rien à personne. Oui, le Nigeria, c'est le géant de l'Afrique et sa population est exposée à des situations qui dépassent l'entendement humain. Sous le régime de Buhari, nous avons vu de kidnapping des jeunes lycéennes qui sont pratiquement 200 et quelques, et on a fait pieds et mains demander le chef de Boko Haram, et eux aussi ils ont demandé aussi l'échange de ces jeunes lycéennes contre la rançon. C'est un peu compliqué. Moi je croyais que nous croyons que avec l'avènement de Tinubu, les choses allaient mieux, mais tel n'est pas le cas. Et le Nigeria a été toujours confronté à ces situations dramatiques, alors que le Nigeria c'est la première puissance après celle première puissance après l'Afrique du Sud, et qui est exposée à ces genres de situations. C'est un peu inquiétant et déplorable autant pour moi. Et ce qui me touche un peu, et je suis un peu abasourdi, est que tout récemment le président nigérian qui est à la tête de la CEDEAO avait tenu des propos de va-t-en-guerre, qu'ils vont déstabiliser et remettre les choses ou bien remettre les pendules à l'heure au niveau du Niger, parce que Bazoum a été déçu et ils ont osé le ton sur les autorités du Niger qu'ils vont remettre Bazoum à point. Mais un président qui veut faire la guerre à l'extérieur, en dehors de ses frontières, voilà que son armée n'arrive pas à sécuriser correctement sa nation. C'est un peu difficile. Je vois que nous les Africains, tel que mon co-débatteur est né, en train de dire que nous les Africains, nous allons repenser nos cerveaux, nos têtes. C'est un peu ça, parce que tu ne peux pas, si tu es suffisamment armé, si tu es suffisamment autonome, c'est à ce moment que tu peux toutefois oser dire que tu dois faire la guerre à ton voisin africain qui est en train de lutter contre les vases et moyens au moins pour affirmer sa souveraineté internationale. Vous voulez faire la guerre au Niger, vous voulez faire la guerre au Mali, vous voulez faire la guerre au Burkina, mais votre armée n'arrive même pas à sécuriser les lycéens, nos frères collégiens et collégiennes. C'est un peu compliqué. On doit revoir la situation sécuritaire dans notre sous-région et dans l'Afrique en général. Yaounoukoulou, vous comprenez que l'armée nigériane, la police, en tout cas toutes les forces qu'on a, sont incapables de protéger des populations, de protéger les élèves, parce que c'est pas un enlèvement par là, c'est des centaines de personnes que des groupes armés, parfois des djihadistes, peuvent
traverser un long territoire, les mettre dans des bus, partir sans aucune réaction? Bon, écoutez, M. Samuel, il faut d'abord relever que ce n'est pas une situation de guerre ouverte, d'affrontement. Vous comprenez, en plus, c'est dans un village dans le nord, fait fond. Et vous savez également que c'est comme dans tous les pays, il y a des villages où les forces armées ne sont pas postées dans tous les coins du pays. Alors donc ici ce n'est pas une situation d'affrontement où on peut dire que oui qu'il y a des c'est comme par exemple comme nous venons d'en parler par rapport à la RD Congo où on sait que c'est dans un moment de guerre, mais je ne le dis pas pour dédouaner le Nigeria parce que cette situation elle n'est pas une première. Alors donc elle devait déjà faire l'objet d'une profonde réflexion de la part des plus hautes autorités du pays, de manière à ce que qu'il y ait des dispositions sécuritaires qui soient prises. Il ne faut pas, c'est comme on dit, ce n'est pas d'attendre qu'il y ait la guerre avant de courir pour aller s'acheter des armes, etc. Donc il fallait se mettre dans une certaine prévoyance et je crois que le nombre d'élèves, je me demande aussi, est-ce que c'est un Hamas bis que l'on voit ici en Afrique avec ces actions de ces groupes armés, puisque même parmi ceux qui sont enlevés, il y a même des enfants de 8 ans, parce que c'est des enfants du coup primaire et secondaire. Il y a même des enfants de 8 ans, comme exactement on en a vu avec le Hamas également en Israël le 7 octobre dernier. Alors donc, il paraît qu'ils étaient plus de 300 et quelques. Donc il y en a certains qui ont été sauvés et actuellement il y a au moins 287 qui restent détenus par ces groupes armés là. Donc c'est vraiment triste parce que vous voyez cette question de prévoyance, cette question de prendre des mesures adéquates en amont, ça échappe toujours à nous les Africains. Ça échappe toujours à nous les Africains et c'est triste. Bon, donc c'est en cela, vous savez, tout cela repose surtout sur les gens de personnes, des gens de frères, de compatriotes que nous avons comme dirigeants, vous comprenez, comme dirigeants. Et donc, parfois on a comme tendance de croire que les dirigeants ne se préoccupent que de leur propre sécurité à eux, ou soit de leurs proches, ou c'est difficilement qu'ils doivent être atteints, alors que leur mission, leur responsabilité, c'est de sécuriser tous les pays, de s'assurer que chaque citoyen ait une protection, que le territoire. Alors donc, si des dirigeants viennent à la tête de nos pays et ils ne sont pas capables d'assurer cela, sincèrement, nous manquons toujours nos responsabilités vis-à-vis de nos pays. Le président nigérien Bola Tinubu a dit, je cite, « J'ai reçu des informations des chefs de la sécurité sur les 2 incidents parce que bien avant l'enlèvement de ces élèves, il y a eu la semaine dernière un kidnapping de plus de 100 femmes et des enfants. Là, nous sommes maintenant dans l'état de Borno. Il dit, j'ai reçu des informations des chefs de la sécurité sur ces 2 événements et j'ai bon espoir que les victimes vont être secourues. » J'ai envie de dire que déjà en son temps, son prédécesseur disait la même chose quand il était le cas de Chibok. Vous savez, au lendemain de l'écroulement du World Trade Center, le 11 septembre 2001, pour rentrer sur le territoire américain, c'est la croix et la bannière sur le plan de la sécurité. Les Américains se sont dit, ce qui vient de se passer là, ça ne se passera plus jamais. Tant que les États-Unis demeureront les États-Unis. C'est-à-dire les Américains ont beaucoup plus, ou depuis plus de 20 ans, ils investissent suffisamment dans la sécurité. Parce que c'est une tuerie en masse, au fait, comme si on peut le dire ainsi. On a pris le problème au sérieux. Depuis Charlie Hebdo et le 13 novembre en France, les Français se sont dit non. Soit s'il faut aller jusqu'à ficher tout le monde, on le fera. Et les autorités françaises ont investi beaucoup dans la sécurité et aussi se sont déterminés à lutter contre l'État islamique. Et on a vu ce que l'État islamique est devenu aujourd'hui. Parce qu'on dit que l'homme est un être sacré. Et il faut investir pour sa sécurité. Maintenant, revenons. Pourquoi je donne l'exemple de ces grands pays? La France est la 5e puissance, les États-Unis, une première puissance. Pour dire que nous avons une puissance en Afrique, le géant
africain, le Nigeria, première puissance. Et c'est comme cela, la situation devient comme un jeu, comme une blague. Du jour au lendemain, on a enlevé 200 personnes. Du jour au lendemain, on a enlevé 100 femmes. Du jour au lendemain, on a enlevé 50 personnes. Et puis les chefs d'État disent que bon, j'ai reçu des informations. C'est léger. J'ai l'impression qu'on s'amuse. On avance. Vous imaginez, regardez, le président actuel du Nigeria qui parle, Bola Tinubu. Vous voyez comment il se comporte lors des conférences? Un chef d'État qui a fini sa vie, qui a fait toute sa vie, qui n'a plus rien à perdre, plus rien à gagner. Il est là, il se dit, vous lui remettez tout un pays, le Nigeria, plus de 200 millions d'habitants. Oui, 120 millions. Plus de 200, plus de 200. plus de 200 millions d'habitants. À quelqu'un qui peut somnoler à tout moment. Vous lui remettez peut-être la petite fiche, il dit d'accord, il va dire, parce qu'il n'a plus tout ça, excusez-moi. C'est à cela. Et puis, quand il arrivait au pouvoir, il disait que non plus, avec lui, la sécurité. Mais on voit ce qui défile sous ses yeux. Il n'arrive à rien faire. C'est comme en Afrique, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est comme on nous a imposé un système qu'on ne maîtrise pratiquement pas. Qu'est-ce que ça le coûte de mettre beaucoup d'argent dans la sécurité? Et puis la situation est beaucoup plus visible. On dit les églises, les écoles. Mais pourquoi ne pas investir dans la sécurité pour que toutes les écoles, toutes les églises, toutes les mosquées soient suffisamment protégées? Puisqu'on sait que c'est là où on vient moissonner. C'est là où ces bandits armés, ces groupes armés. Ça va être en même temps compliqué parce que vous savez que le Nigeria, vous l'avez rappelé, hein, aujourd'hui on estime même que 200 millions, c'est gentil ça. Il y en a qui vont jusqu'à 300 millions d'habitants. Quand vous venez dans le sud, vous avez énormément d'églises, beaucoup d'écoles. Vous allez dans le nord, beaucoup de mosquées, beaucoup d'écoles. Donc finalement, on a besoin d'un maillage sécuritaire du territoire. Oui, bien évidemment. En fait, c'est une science. Il faut la penser. Il faut se dire, il faut que ces chefs d'État qui se succèdent se disent, maintenant, voilà notre défi. Comment le penser? Et au cœur de ces chefs d'État, de celui-là qui est décédé entre-temps au pouvoir, après il y a eu Buhari, Yar'Adua, Buhari. Mais quelle a été leur stratégie sécuritaire lorsqu'ils sont arrivés à la tête de ce pays? Les 200 femmes m'ont dit break our guess. Mais les filles, la plupart sont devenues aujourd'hui femmes, la plupart ont été engrossées. On n'en a rien fait. Ça veut dire qu'on ne veut pas mettre de l'argent dans la sécurité, on ne veut pas protéger les Nigérians. Parce que du jour au lendemain, mais attendez que cela ne vous surprenne pas. Peut-être d'ici un mois, d'ici une semaine, on verra encore des situations comme cela. Parce que les églises sont là sans protection, les écoles sont là sans protection. Alors que ce sont ces écoles-là qui constituent l'avenir du Nigeria. C'est parce qu'on ne veut pas. Moi je dis c'est parce qu'on ne veut pas. C'est la démission. C'est qu'on a démissionné, on se dit on est comme cela et puis comme ça. Et puis l'autre chose qu'il faut essayer de corriger. Pourquoi les gens se disent, se donnent à ces histoires de rançon? C'est parce que peut-être les gens se disent il y a assez d'inégalités sociales. Il y a des inégalités sociales. Les gens n'ont pas à faire. Boko Haram a été créé parce que les gens se sont dit il y a une minorité qui s'accapare les richesses du pays. Et la situation là se poursuit. Regardez là où ça se passe. C'est au nord. Et c'est au centre, c'est là où il y a plus de disparités. C'est là où il y a plus d'injustice sociale. Alors il faut corriger des choses comme ça. Il faut mettre en place des politiques qui puissent réduire considérablement les injustices sociales et mettre en place une politique qui puisse assurer suffisamment la sécurité de tous les Nigériens, de tous les enfants. C'est déplorable et ça fait pitié. Est-ce que, en tout cas Marcel Agbessino, est-ce qu'au niveau du Nigeria, dans le contexte actuel, avec l'armée qu'on a, parce que c'est un pays vraiment corrompu, il faut également le dire. Est-ce qu'il va être possible de pouvoir répondre aux défis sécuritaires auxquels ce pays est confronté? Ce serait compliqué parce que vu la population actuelle, estimée à 300 millions environ, ce serait compliqué. Le pays est vaste et il y a plusieurs communautés. Il y a plusieurs communautés qui ne s'entendent pas, et conflits intercommunautaires. C'est un peu compliqué pour les dirigeants de ce pays. Depuis la guerre de Biafra, il y a certaines communautés au Nigeria qui n'ont pas accès au fauteuil présidentiel. Ils sont écartés du jeu. Je ne veux même pas citer ces communautés, mais ils sont toujours là. Ils observent
Si ce n'est pas les Aoussa qui prennent le pouvoir, c'est d'autres, c'est les Yoruba, etc. Mais il y a d'autres communautés qui sont aussi importantes au Nigeria, qui sont écartées. Mais il y a dans la rancœur, étant donné que la rancœur, c'est les autres communautés qui sont écartées du pouvoir, la gestion de la chose commune, ils vont chercher les voies et moyens pour se faire entendre, pour déstabiliser au moins la tranquillité, pour déstabiliser le régime politiquement établi. Donc il urge à ce que les dirigeants qui assument la souveraineté nationale et internationale de ce pays, de ce grand pays, de cette grande nation qu'est le Nigeria, ils doivent faire tout est possible pour au moins qu'il y ait l'égalité l'égalité entre les citoyens. Il y a certains citoyens qui ne trouvent pas de job, il y a d'autres qui sont immensément riches, et il y a d'autres qui sont naturellement pauvres parce qu'ils sont écartés. Il n'y a pas la tranquillité, il y a la gabéchie, il y a le détournement. À l'époque, vous êtes convaincu avec moi que sous le régime de Buhari, Buhari même, c'est un général de guerre. Un général de guerre qui était inactif, qui ne faisait pratiquement rien. Il est plus malade que... Voilà que Tinubu... Il a passé ses 2 mandats dans la maladie. Parfois, c'est un extérieur qui gouverne le pays, comme Paul Biya qui fait peut-être 8 mois en Suisse et gouverne le pays par procuration. C'est un peu compliqué dans ces situations. Nos dirigeants et l'électorat aussi doit chercher des moyens pour sanctionner des dirigeants qui n'ont rien à foutre avec le pouvoir politique et politicien. C'est un peu compliqué. Aujourd'hui, le Nigeria à la solde de ces groupes armés. L'armée loyale est impuissante, qui s'efface même d'ailleurs de la situation, mais pourtant nous disons que c'est le Nigeria est la première puissance économique de la sous-région. C'est un peu compliqué. Quand le président Tinubu dit qu'il a bon espoir que les victimes vont être secourues, parce qu'il a reçu des informations de la sécurité qui lui donnent de fonder ces espoirs-là, est-ce qu'on peut se permettre de lui faire confiance? Non, monsieur Samuel, arrêtons de nous ridiculiser. Cette affirmation, non, sincèrement, arrêtons de nous ridiculiser. Pour un président, faire une telle déclaration, une telle affirmation, mais c'est de la bassesse. C'est de la pure bassesse et ça n'a pas de sens. Mais écoutez, la population nigériane ne dépasse pas celle américaine. Vous avez écouté M. Fimet tout à l'heure. On ne peut pas comparer. Prenez les États-Unis, la population américaine fait combien? Mais pourtant, non, vous savez, dans ce monde et sur cette terre, tout est question de tête. Alors donc si vous avez de la tête, vous produirez du résultat, vous ferez des merveilles, vous vous ferez respecter. Mais quand vous n'avez pas la tête, vous serez toujours au niveau là, au niveau insignifiant, et vous croyant dans vos illusions et de ce que... mais prenez des dirigeants nigérians, les Abacha, estimez le montant que les États-Unis ont bloqué, leur avoir qui sont bloqués à l'extérieur, etc. Les gens viennent, c'est juste pour jouer aux plus riches en pillant les richesses de leur propre pays. Alors, qu'est-ce que nous reprochons aux Occidentaux? Quand vous-même, les Africains, vous-même, vous êtes des pilleurs de vos propres pays. Quand nous-mêmes, nous n'aimons pas nos pays, M. Samuel, nous n'avons pas encore conscience de ce que c'est que le patriotisme. Nous n'avons conscience de cela. Quand nous-mêmes, nous ne savons pas encore ce que c'est que l'acceptation mutuelle. Quand nous-mêmes, nous ne savons pas encore ce que c'est que la responsabilité. Ce qu'est la responsabilité vis-à-vis de son pays, vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de sa mission. Nous n'avons pas conscience de ce qu'est la responsabilité. Tout ce que nous savons faire, c'est que, oui, un Africain, quand il occupe un poste, c'est de jouer au plus important. Et quand un Africain porte des armes, qu'il soit colonel, général, c'est de s'illusionner, important, puissant sur son frère. Voilà tout le niveau de notre mentalité. Voilà tout ce que nous savons faire. Et nos pays sont dans des conditions pareilles, dans des situations pareilles, etc. Alors donc, une telle déclaration d'un président Tinubu, mais vraiment, c'est
c'est de la bassesse, c'est-à-dire que c'est de l'humiliation toujours pour notre race. Alors si vous me permettez, monsieur Samuel, mais parler même des Occidentaux, des Blancs, c'est trop parti. Regardez même chez nous en Afrique ici, nos voisins maghrébiens, quelle considération nous portent-ils? Alors quand vous-même, vous ne faites pas pour vous valoriser, qu'est-ce que les gens vont respecter chez vous? Regardez comment en Tunisie, au Maroc, comment les Africains sont traités, même encore pire qu'en Occident. Alors c'est quoi le problème? Donc ça veut dire que nous sommes dans l'inconscient. C'est en cela, moi, comme je dis toujours, que tant qu'il n'émergera pas des dirigeants clairvoyants à la tête de nos États, des dirigeants clairvoyants qui aiment leur pays, qui aiment leur peuple, qui aiment leur mission et qui ont la volonté de bien faire, de relever les défis pour l'honneur, l'évolution de leur pays, nos conditions seront toujours telles. Alors donc, ils vont s'accoquonner des gens aussi qui sont limités dans leur façon de réfléchir et qui ne sont préoccupés que par les petits gains immédiats de l'heure qu'ils doivent donner. Et en cela, ils crient soutien, et le résultat est toujours fiasco. Les conditions ne changent pas et c'est dommage, c'est triste, c'est lamentable pour nous les Africains, surtout. Moi, je me permets de croire Tinubu au mot. Je le suis dans le prochain jour. Il faut voir si les élèves vont revenir. On passe au Ghana rapidement. On va parler donc de cette condamnation de séparatistes du Togoland occidental. Un tribunal ghanéen a condamné mercredi passé 4 personnes, dont un policier et un militaire, à des peines allant jusqu'à 5 ans de prison pour avoir dirigé une organisation séparatiste illégale. Le groupe séparatiste du Front de Restauration du Togoland de l'Ouest est accusé d'avoir attaqué des postes de police et bloqué des routes près de la frontière avec le Togo en 2020 dans le cadre d'actions visant à réclamer l'indépendance d'une région baptisée Togoland occidental. Cette condamnation constitue un avertissement ferme contre toute tentative visant à menacer la stabilité du pays. C'est ce qu'a déclaré le juge Marie-Mam Akwe lors du verdict à Accra, dans la capitale du Ghana. Il y a ce problème, Firmin Tekou-Agbo, on se rappelle, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire, mais on sait que le Togo, ce n'est pas ce qu'il est aujourd'hui qu'il était dans le passé, dans les années 56. Après, il y a eu donc cette scission, les Anglais ont occupé une partie. Après, il y a eu ce référendum fantoche organisé du côté du Ghana en 1956 pour le rattachement. Aujourd'hui, il y a une partie des Ghanéens qui se sentent plus togolais que Ghanéens, qui veulent se séparer du Ghana. Bref, tout ça est un cocktail. Est-ce que le Ghana d'aujourd'hui va pouvoir maîtriser cette situation? Non, est-ce que c'est une question de maîtriser? Je pense qu'aujourd'hui c'est une question d'intérêt. La situation, ça va toujours évoluer, même si on enferme aujourd'hui des gens à titre dissuasif. Moi, je pense que ça va toujours évoluer. Du moment où les gens, ces séparatistes là dont on parle, c'est pas qu'ils se sentent pas trop ghanéens ou ils se sentent pas trop togolais, mais c'est comme ils sont marginalisés. Cette région, en réalité, on ne la développe pas. Peut-être si on l'avait vraiment développée, si cette région avait tout ce dont elle avait besoin, mais je ne pense pas qu'on serait dans cette situation aujourd'hui. Les gens ont appris l'histoire, les gens savent qu'en réalité, ils ne sont pas ghanéens de souche. Que là, c'est entre guillemets, je ne vais pas dire l'occidental, mais c'est le blanc qui a dessiné ses frontières et qui les a mis dans cette situation-là. Et du moment où ils sont marginalisés et qu'ils se disent qu'ils ont des ressources dans leur sous-sol qu'ils pourraient exploiter, lorsqu'ils deviendront État, ils se disent ils peuvent se battre pour devenir indépendants. En fait, c'est là où se pose fondamentalement le problème. Il y a des séparatistes qui disent oui, ils veulent retourner au Togo, mais d'autres se disent on nous permet de nous définir un État. Mais la question de savoir si cela pourrait-il marcher. La situation dans laquelle nous sommes actuellement, soit on va demander encore aux Nations Unies d'intervenir, mais ça va être difficile. Qu'est-ce que les autorités togolaises disent à ce sujet? Et est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à entrer en discussion pour que ce territoire nous soit cédé? Est-ce que les autorités togolaises sont dans cette posture? Les séparatistes vont se battre, mais est-ce qu'ils auront gain de cause? Je ne pense pas. C'est une situation qui est un peu difficile. Et lorsque je pense régulièrement à ça, je me dis il nous faut encore du temps. D'autres séparatistes vont émerger, d'autres tribunaux vont encore se prononcer sur le sujet, mais jusqu'à quand? C'est la question qu'on se posera. Mais ce qui pourrait régler fondamentalement le problème, c'est une situation, peut-être un référendum. Oui, avec un référendum, on peut régler le problème simplement. C'est-à-dire, on demande qui veut
être considéré comme Ghanéen, qui veut être Togolais, qui veut qu'on crée un État. Le problème se pose au niveau de la vote à régime. Ça a toujours été comme ça. Donc, qui veut être voté à régime, je pense que c'est un référendum qui pourrait aider à régler le problème. Yao Nkono, vous pensez que le référendum serait la solution? Non, pas du tout. Pas du tout. Et en plus de cela, je dois dire, ces individus en question, ils ne peuvent pas avoir gain de cause. Et cette situation, ce n'est pas une question de séparatisme, non. Et ce n'est pas non plus une question d'avoir une indépendance sur le vote à régime, non. Et je peux même dire qu'ils s'y sont mal pris. Même si après, s'il y en a encore qui se lèvent, ils n'auront pas gain de cause. Au contraire, si leur mouvement, il les avait guidés sur ce principe d'appeler le pouvoir togolais, l'État togolais, à réclamer, à réagir, et que c'est sous la bannière de l'État togolais, des autorités togolaises, que même s'il y a des discussions, des réclamations au niveau des Nations Unies qui peuvent être faites en ce sens-là, oui, là, c'est un État qui réclame son territoire, qui, dans une situation de guerre, lui a été arraché, une situation de guerre même qui ne le concerne même pas directement. Alors donc là, ça a un sens juridique, ça a un sens légitime, bon, que ce soit des citoyens. Moi, je pense, tel que l'a dit mon frère Firmin, au contraire, ils peuvent se mettre debout pour réclamer de meilleures conditions sociales, etc., par rapport à cette région-là, les meilleures conditions de vie, etc., etc. D'accord. Mais se lever d'eux-mêmes et demander, réclamer une séparation, une indépendance sur cet espace-là, non. Ça, enfin, selon mon analyse, ils ne peuvent pas avoir un gain de cause. Ouais, au contraire, je crois que, tel que je l'avais dit, c'est plutôt l'État togolais qui doit se sentir et qui doit s'impliquer, qui doit se lever avant que cela ne donne un résultat. Oui. D'accord. Voilà. Marcel Agbessino, le Cameroun ressemble un peu, peu qu'on peut le dire, à cette histoire. On a un Cameroun anglophone, un Cameroun francophone, et on sait ce qui se passe au niveau du Cameroun. Est-ce que la manière dont le Ghana gère cette situation aujourd'hui, par procès, par condamnation, ça va faire taire ces gens qui visiblement se plaignent d'être marginalisés, d'être négligés sur le plan social? Bon, je peux vous dire que la situation qui prévaut actuellement au Ghana, ça relève du foncier. Ça relève du foncier et c'est une zone contentieuse. Et l'affaire là ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1956, en passant par la SDN et l'ONU. Et effectivement, si nos amis, nos frères et sœurs qui sont placés, qui sont au niveau de ce territoire, qui se retrouvent de l'autre côté du territoire ghanéen, et ils se réclament être togolais ou bien qui sont marginalisés, c'est de bonne guerre. Mais je peux leur dire que leur agitation relève d'une agitation stérile, parce que la situation du Togoland se joue plus loin, à des milliers de kilomètres, et du Togo et du Ghana. Parce que l'ONU a ses yeux là-bas, étant donné que l'ONU a ses yeux, tous ceux qui feront des agitations stériles seront considérés comme des gens qui veulent troubler la tranquillité des autorités ghanéennes. Donc, ils seront mis aux arrêts et ils seront placés sous mandat de dépôt. Mais à l'état actuel, on ne peut pas parler aussi du référendum au moment où aucun des deux pays, que ce soit le Ghana ou le Togo, n'a le monopole sur ces zones. La zone est laissée en attente, en attendant. C'est incorporé au Ghana. Mais c'est incorporé au Ghana, mais le Ghana aussi. C'est un territoire ghanéen, mais oui, c'est rattaché au Ghana. Mais il y a des décisions en attente. On attend l'ONU qui gère la situation aujourd'hui attend. Est-ce une situation que l'ONU gère là-bas? Non, ce que je dis, le Ghana, Togoland, on dit Togoland. Togoland, voilà. Togoland. C'est qui disent ça. Oui, c'est raison pour laquelle
le Ghana aussi n'arrive pas, les autorités ghanéennes aussi n'occupent pas trop, ou bien ne donnent pas trop d'importance à ces zones. Et aussi, je peux vous dire que nos amis disent qu'ils sont marginalisés parce qu'il n'y a pas des infrastructures qui sont à leur niveau là-bas. Donc, oui, il n'y a rien. Parce que c'est une zone contentieuse. Une zone contentieuse, le Ghana seul ne peut pas ou bien rapidement prononcer ou bien aller les populations à un référendum. Non, il en va de même pour le Togo. Le Togo aussi ne peut pas aussi prononcer, appeler les populations maintenant à aller à un référendum pour dire que quels sont ceux-là qui veulent qu'ils soient des Togolais. Non, c'est tout terre à terre. C'est tout terre à terre. Donc le débat est un peu élevé et plus costaud et plus robuste que ça. Donc là, je me rappelle, il y a un groupe ici, un mouvement, c'est juste le nom qui m'échappe, qui avait commencé par organiser des revendications pour que le Togo réclame cette partie. Et le leader de ce mouvement, je l'avais reçu quand j'étais du côté du LCF, qui me disait qu'ils ont même rencontré les autorités, mais qui ont estimé qu'au regard des relations de bon voisinage avec le Ghana, il y a un certain nombre de choses qu'il faut éviter. Mais moi, ce que je veux comprendre, est-ce que ce mouvement, si le Ghana ne fait pas attention, ce qu'on appelle séparatisme aujourd'hui, qui semble être marginal, est-ce que ça ne risque pas de grandir? Oui, ça risque de grandir du moment où le Ghana entretient la situation. Le Ghana entretient la situation. Regardez par exemple, quand les gens se disent, ils se sentent marginalisés. C'est comme le Ghana se dit, tôt ou tard, cette partie lui sera retirée. C'est pour ça que le Ghana ne fait pas assez d'efforts pour développer la localité. C'est comme on ne veut pas cultiver un champ pour que d'autres viennent en profiter des fruits. Sinon, pourquoi le Ghana, la question fondamentale qu'on se pose, pourquoi le Ghana ne développe-t-il pas cette localité? Qu'est-ce qui l'en empêche? C'est comme le Ghana se dit, du tôt ou tard, ce sont des Togolais, ils vont retourner un jour dans leur pays où ce territoire reviendrait au Togo. Voilà. C'est ça. La responsabilité incombe aux autorités togolaises. Donc c'est pour ça que le Ghana, la question est posée à ce niveau-là. Mais les Togolais, les autorités togolaises, on les connaît. C'est comme le général Nassim Biadema avait dit lorsque René s'était arrivé ici en disant le Togo et le Ghana sont des frères condamnés à vivre ensemble. Donc on ne veut pas trop de problèmes. Pour le moment, ça ne préoccupe pas trop. On se dit, bon, on les laisse pour le moment. Et les Ghanéens, peut-être, je peux me tromper, connaissant les Togolais, se disent tôt ou tard, ils retourneraient dans leur pays, ces territoires retourneraient au Togo. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le développer. Mais ça veut dire, en réalité, le Ghana n'assume pas, au fait. Que si le Ghana pouvait assumer en disant que c'est mon territoire, je développe le pays, je développe cette localité, c'est mon territoire. Mais les autorités ghanéennes sont en train de faire, je sais pas, une fuite en avant. Ou, c'est une partie très riche pour l'agriculture. Pour l'agriculture, moi je sais pas comment, c'est pas la question. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. On va venir au dernier sujet, c'est le Togo. On parle donc des élections législatives et régionales. Les Togolais voteront le 30 avril prochain pour renouveler le Parlement. Ce Parlement qui passera donc de 91 à 113 députés. Le Conseil régional également sera en place. Alors pour ces élections, presque tous les partis sont de la course. Quelle est la stratégie de l'opposition? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Yao Nokounou, lorsque vous analysez cette élection, la participation, tous les partis se sont débrouillés pour déposer des listes dans presque toutes les circonscriptions électorales. Je lisais des articles là-dessus. Est-ce que vous pensez que l'opposition a une stratégie de victoire aujourd'hui? Non, monsieur Samuel, vous savez, nous devons pouvoir être pragmatiques, être, comment dirais-je, dans la vérité, dire les choses telles qu'elles sont. Et vous savez, l'opposition, elle est plurielle, mais en même temps cultive l'individualisme. Vous savez. Donc, il n'y a pas de stratégie appropriée. Et je vais faire un petit stop pour faire une petite parenthèse, pour encore dire que nos acteurs politiques dans notre pays, surtout de l'opposition, il y a comme une certaine divagation, il y a comme une certaine errance, il n'y a pas une certaine stratégie constructive et je veux saisir cette occasion encore pour
condamner. Et vous savez, dernièrement, lorsque la DMK a été autorisée pour son meeting, on voit dans un meeting d'un parti politique des drapeaux des pays étrangers brandis. Pour quelle fin? De façon directe, etc. Bon, donc, les acteurs politiques, ils sont experts dans la construction, dans l'entretien des populations, dans de la confusion, etc. On se demande. Et aussi, de l'autre côté, il y en a encore d'autres formations politiques qui, dont le niveau de moralité et dont les comportements, les agissements, tantôt c'est des menaces, et tantôt ils sont experts en des injures, et c'est là où même on se pose la question de savoir, mais ces gens qui affichent de tels genres de comportements, où ils ne sont experts qu'en des injures, dans des menaces, si jamais ces gens se montaient au pouvoir, qu'en serait-il pour nous les Togolais? Ce serait vraiment catastrophique, grave pour nous. Alors donc, moi je pense que cette opposition-là, on ne peut pas la globaliser, on ne peut pas la mettre ensemble dans un panier, parce que c'est une opposition composée de gens de différentes couleurs, oui, etc., ou c'est des gens aussi qui n'ont pas d'objectifs bien précis, qui n'ont pas d'autres, tout simplement parce que pour même ces élections, c'est pour lutter, occuper un poste et puis se garantir des retombées à chaque fin du mois, des avantages, etc. Des gens n'aiment pas leur pays. Les gens n'ont pas de vision. Les gens ne sont pas objectifs. Alors donc, c'est en cela que je veux encore insister qu'il faut revoir les tests pour que n'importe quel kidam ne se lève plus pour s'improviser acteur politique. Et surtout, pour cette période électorale qui s'annonce, c'est la première fois que nous allons coupler les élections législatives et régionales. Moi, je les appelle à plus de responsabilités, à entretenir leurs militants, leurs sympathisants sur l'esprit de non-violence, sur l'esprit de civisme. Les élections législatives ne sont pas vraiment passionnantes. C'est quand il y a présidentielle que les tensions... Bon, monsieur... Je vois les communications dire voter dans la paix, tout ça. Bon, les législatives, il n'y a jamais eu presque de... Nous avons intérêt. Il faut que la période de campagne électorale ne soit pas encore une opportunité telle qu'on le voit par rapport à certaines formations politiques qui ne sont experts qu'en des injures, qu'en des menaces, que sur le terrain. Non, il faut les campagnes, puisque vous êtes admiratif des campagnes américaines, par exemple, vous voyez les injures. Donc, ça ne manque pas. Oui. C'est la beauté du jeu. Monsieur Samuel, lorsque lorsque d'autres sont en avance sur nous, nous devons faire l'effort. Nous devons faire l'effort de plutôt copier. Je me rappelle, il y a 4 ans, comment il s'appelle, Joe Biden, qui, au cours d'un débat qui était entrecoupé à chaque fois par Donald Trump, qui dit, mais s'il vous plaît, que quelqu'un dise à ce président de se taire. Donc, monsieur Samuel, les Américains sont pas dans ça. Monsieur Samuel, n'empêche, mais c'est des gens dont on ne peut pas comparer le niveau de leur mentalité avec nous. Pour preuve, si vous me permettez, si vous me permettez, comme pour vous dire que, le président Donald Trump, étant président et a été déclaré et vaincu, il n'a pas jeté en prison son challenger en prison, comme on le voit chez nous. Est-ce que vous voyez une stratégie à cette opposition togolaise? Non, est-ce qu'elle existe même d'abord? Il y a l'ANC, il y a l'UFC, il y a le NET, il y a le CAR, il y a... Enfin, moi, je peux mais regardez par exemple, Agboumé Kodjo qui vient de mourir. Mais plutôt, des jours plus tôt, Monseigneur Kodjo qui est mort. Ça veut dire, il y a une grande partie de l'opposition, je peux le dire, c'est une partie de l'opposition qui est affaiblie déjà. Ça veut dire que la DMK n'existe même plus. Parce que personne qui anime la vie de la DMK. Donc il faut que les gens existent avant de parler de stratégie. S'il vous plaît, monsieur Samuel, si je vais égratigner un peu, juste 2 secondes sur votre logique, mais rappelez-vous, où est la stratégie de cette opposition au Togo? En 1994, l'opposition avait remporté la majorité des législatives entre le CAR et l'UTD. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'ils ont pu... Donc vous imaginez, par exemple, même si on leur donne assez de moyens, tout d'abord ils n'ont pas les moyens, donc ils vont faire comment en termes de stratégie? À qui la faute?
À eux-mêmes. Ouais, peut-être, moi je me dis, bon, ils ne se sont pas cherchés les moyens, ils n'ont pas travaillé à avoir les moyens. Et aussi, peut-être aussi à ce niveau, j'ai toujours l'habitude de le dire, l'État n'a pas suffisamment aidé l'opposition en termes de moyens. Les tests n'ont pas vraiment aidé. Il y a de cela quelques années, c'est tellement récent qu'on parle de financement de campagne qui vient de l'État. Ça a traîné, mais fondamentalement, l'opposition n'a pas travaillé à avoir, n'a pas suffisamment travaillé à avoir les moyens. Donc l'opposition n'a pas les moyens. Donc si elle n'a pas de stratégie, il faut des moyens suffisants pour avoir de bonnes stratégies. Maintenant, la deuxième chose que je veux faire observer, si on va aux élections tout de suite, tout le monde s'est uni, sera majoritaire follement. Pourquoi? Moi, je suis en train de dresser une petite cartographie. Regardez, quelques années plus tôt, on prend par exemple la zone plateau. À l'époque, il n'y avait pas les Cuigans. L'opposition essayait de rafler quelques voix là-bas. Il n'y avait pas les Cuigans, il n'y avait pas les Ayewada, il n'y avait pas peut-être les DAD, il n'y avait pas de jeunes de UNI que nous connaissons aujourd'hui. Quand on voyait plateau ouest, il n'y avait pas les Kokoroko. Il n'y avait pas les Tchégans. Oui, il n'y avait pas les Tchégans, il n'y avait pas d'autres jeunes unis. À l'époque, c'était des zones propres, un peu propres à l'opposition. Maintenant, UNI est en train d'émerger à ce niveau-là. Regardez par exemple au niveau de Yoto. Yoto, Agboibo, il rappelait les 3 députés qu'on avait à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que l'opposition peut avoir des voix là-bas suffisantes pour avoir des députés? Autre chose, quand on voyait dans le Vaud, quelques années plus tôt, le Vaud, c'était pratiquement pour l'opposition. Donc quand vous allez au niveau, dans le Grand Lomé à l'époque, je me rappelle, en 2007, c'était 10 députés pour 10 députés. L'UFCA à l'époque seul avait eu 9 députés. Mais regardez comment le Grand Lomé est devenu. Golf et Agouanivé. Golf 5, vous savez que c'est unir. Golf 3, vous savez que c'est unir. Quand vous allez dans la Agouanivé, tout ça, vous voyez comment unir s'est implanté, a suffisamment travaillé pour s'implanter dans ma temps. Donc quand vous voyez toute la cartographie politique et électorale, et vous allez un peu plus au nord. Vous ne vendez pas cher la peau de l'opposition? Non, je ne vends pas cher la peau parce que si on veut être réaliste, avec cette cartographie que nous avons, UNI pourrait aller jusqu'à, je ne vais pas exagérer, pourrait aller jusqu'à 100 ou plus de 100 députés. Marcel Agbessino. Oui, mettons au cours de cet entretien, de ce débat, 2 dates, ou bien 2 dates, 2017 et 2020. Si nous remontons en 2017, au moment où les événements de Tikwi à Tchadam, connus sous le nom de Bindje, ont éclaté le 19 août 2017, le président actuel, que je salue de passage, a au moins saisi ses pairs de la sous-région. Certains sont déçus après par les putsch. Si je voudrais parler de Alpha Condé. Et Alpha Condé était venu aux côtés de Nana Akufo-Dankwa Addo et Thibou Camara, qui était ministre des PME, qui appuie régulièrement l'ex-président déçu Alpha Condé. Il y a des Albert Kandapa pour le Ghanéen. Plus loin, Alassane Ouattara aussi s'était impliqué dans le jeu. Et nous connaissons la suite. Bon. La première réunion de comité de suivi qui a été mise en place par ces facilitateurs, ces présidents médiateurs, ils ont mis des comités de suivi. Rapidement, j'en viens. Et ils ont osé à concilier les deux bords, les positions étaient conciliées et ils ont demandé à l'opposition d'aller aux législatives du 22 décembre du 20 décembre 2018. Ouais. Mais les présidents ont appelé en catimini ces opposants. Quand vous êtes dans la rue, c'est vrai que le Front National must go, mais nous sommes présidents aussi dans nos différents pays. Nous ne pourrons pas plier votre président qui est démocratiquement élu. Maintenant, par la rue, si vous voulez, nous allons vous accompagner dans le scrutin législatif. Et on a orienté nos opposants là. Mais au finish, la première réunion du comité de suivi a eu lieu le 10 septembre 2018. La deuxième à moins d'un mois. C'est-à-dire que le 23 septembre 2018, le président était revenu à Lomé. Et Kassi Brou, lors de communiqué final sanctionnant les travaux, on en a partagé les sièges au niveau de la CENI 50-50, 5-5 et 3-3, ça donne 8-8. D'aller prêter le serment et
prendre les fonctions pour les législatives. Et à l'époque, les présidents ont osé dire même à cette opposition que ils ont fait des sondages que le président actuel ne trouverait pas grand-chose. Mais l'opposition a boycotté cette élection sans raison valable. En 2020, les élections présidentielles ont eu lieu. Agbono Kodjo disait que c'est lui qui a gagné ces élections en première position, mais nous, on s'en tient aux résultats globaux. Regardez tout cela. Est-ce que vous voyez l'opposition? Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'opposition n'a pas une stratégie ou bien n'a pas la possibilité de gagner ces élections parce qu'ils se sont divisés. Les voix seront émiettées. Les voix seront émiettées et les 113 sièges-là, le régime trouvera peut-être une majorité relative, c'est-à-dire 113 divisé par 2 plus 1. Et maintenant, on peut oser dire que le régime peut trouver majorité absolue 90 députés parce que il y a des révisions. Oui, je vais terminer. Il y a des révisions constitutionnelles qui sont en cours, qui sont programmées, qui sont en téléchargement. Donc, toucher la loi fondamentale à 6 mois, parce qu'avant 6 mois des élections, on ne le fait pas selon les thèses de la CEDEAO. Mais est-ce que le Togo respecte la CEDEAO? Merci beaucoup. Merci Marcel. C'est avec un plaisir. Mais je salue la mémoire de notre grand frère, ex-premier ministre, le président de MPDD, qui s'en est allé à Agbono Kodjo, que son âme repose en paix. C'est une grande perte pour le Togo et le Yoto en général. D'accord. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici. Merci à tous et on se retrouve samedi.